Aujourd'hui, nous allons parler nutrition. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Farida Amadou Lawali. Elle est nutritionniste et avec elle, nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je suis Samira Wafi et je vous invite à me suivre. Bonjour Farida. Bonjour Samira, merci. Vous allez bien? Oui, tout à fait, je vais très bien. Merci de m'avoir invitée sur ce plateau aujourd'hui. Donc, je suis Farida Lawali Amadou, nutritionniste et fondatrice du cabinet NutriLaFi, un cabinet de coaching nutritionnel qui accompagne les personnes qui le désirent à perdre du poids, à retrouver leur santé, à gérer leurs maladies chroniques aussi, comme le diabète, l'hypertension et d'autres. Donc, merci de m'accueillir aujourd'hui. L'honneur est pour moi de vous recevoir aujourd'hui dans nos studios. Voilà, on va rentrer en profondeur. Vous avez parlé des maladies chroniques et tout, et même pour les gens qui vont bien, et comment équilibrer, je dirais, les repas pour maintenir une bonne santé avant de rentrer dans une maladie. En fait, il faut savoir que pour quelqu'un qui est en santé, qui n'a aucun problème de santé, il n'y a pas de restriction alimentaire, il n'y a pas d'aliments à éviter complètement, il n'y a pas d'aliments interdits. Il faut juste faire la balance entre les aliments qu'on dit positifs, donc les aliments qui nous apportent des nutriments, qui nous apportent des bienfaits pour le corps, et la balance avec les aliments négatifs, les aliments qui n'ont pas de valeur vraiment nutritionnelle ajoutée pour notre corps, mais qu'on consomme quand même parce que voilà, ça fait du bien au cerveau. Alors, comment on fait l'équilibre? Mais il faut savoir tout simplement qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, qu'est-ce qui est positif? Donc, c'est tout ce qui est les bons gras. Donc, par bons gras, on parle des gras qui sont naturellement présents dans les aliments, qui protègent le corps. Donc, on les retrouve à travers les aliments comme les avocats, dans les noix également, certaines noix de cajou, etc. Dans les graines aussi, dans les graines de citrouille, dans les graines de chia, dans les graines de lin. Dans les produits laitiers aussi, dans le lait, dans le fromage, dans le yaourt, on en retrouve. Aussi, les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, souvent, on néglige, mais c'est des aliments très, très, très positifs, très bénéfiques pour le corps, qu'on retrouve notamment à travers des légumes, des fruits qu'on sous-estime beaucoup. Mais ces aliments-là sont essentiels pour l'organisme, pour aller chercher des vitamines, des minéraux, mais aussi tout simplement les fibres. Les fibres, elles apportent en fait un sentiment de satiété, c'est-à-dire que quand on en consomme, elle permet de nous sentir rassasiés, de nous sentir pleins. Parce que ici, souvent, en Afrique, au Niger, on pense que c'est les féculents. Donc, le riz, le pain, les pâtes, c'est ça qui nous rassasie. Donc, il faut un bon plat de riz, là. Alors qu'honnêtement, le riz, il n'y a que des glucides, donc que du sucre finalement dedans. Donc, ces aliments-là, on doit en consommer, mais en plus petite quantité. Donc, parmi les aliments positifs, donc c'est ça, on a parlé des bons gras, on a parlé également des fibres, on rajoute également des glucides complexes. Les glucides complexes, c'est un type de sucre, voilà, mais qui se digère lentement. Donc, ça veut dire qu'elle nous apporte une énergie vraiment durable, qu'on retrouve notamment dans la patate douce, par exemple, qu'on retrouve également dans l'avoine, donc dans les flocons d'avoine, qu'on retrouve dans tout ce qui est les produits céréaliers de grains entiers. Donc, par exemple, quelqu'un qui va consommer du pain de blé complet, mais ça lui apporte une énergie durable. Donc, ça, c'est les aliments positifs. Maintenant, on a les aliments qui sont plus négatifs, qui ne sont pas, quand c'est consommé de manière équilibrée, n'apportent pas de problème de santé. Mais au contraire, quand c'est consommé d'une manière un peu abusive, mais ça peut entraîner des problèmes de santé. Là, on retrouve des aliments ultra transformés. Quand on parle d'ultra transformés, c'est tout ce que vous retrouvez fait par les industries, en fait, finalement. Donc, tout ce qu'on retrouve dans nos alimentations, tout ce qui est bourré de conservateurs, d'additifs, etc. Donc, je prends par exemple les mayonnaises industrielles, je parle des tartinades de chocolat, donc tout ce qui est vraiment qu'on rajoute des conservateurs, voilà. Donc, finalement, tout ce qui est peu naturel. Donc, ça, c'est les aliments plus un peu négatifs, dont le sucre aussi, le sucre blanc, le sucre raffiné, on va en parler aussi. Donc, le sucre raffiné, les mauvaises huiles finalement. Donc, ici, on retrouve finalement dans nos marchés, qu'est-ce qui est vendu surtout? C'est les gros bidons d'huile
exactement 5 litres, 25 litres, la jaune là qu'on retrouve. Et souvent, c'est de l'huile de palme qui a été ultra travaillée, ultra transformée. À la base, l'huile de palme, elle est rouge. Mais finalement, c'est de l'huile de palme qui est devenue jaune. Donc, elle a été travaillée chimiquement pour changer la couleur, changer l'odeur, changer, voilà, pour que finalement, elle soit plus exactement, on ait cette couleur-là. Et finalement, c'est plus naturel. Et en faisant toute cette transformation, mais ça crée d'autres composés qui sont finalement chimiques, en fait, qui sont plus naturels, dont le corps, en consommant régulièrement, ça peut entraîner des problèmes de santé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Il faut éviter complètement ce genre d'huile ou bien il y a une façon de les modérer pour garder sa bonne santé. Finalement, il faut plus opter pour les huiles, disons, plus naturelles, peu transformées. Ici, ce qu'on retrouve finalement, c'est de l'huile d'arachide, par exemple. Donc, l'huile d'arachide pure qui a été peu travaillée. Dans d'autres marques, on retrouve également l'huile oléor qu'on retrouve aussi dans nos marchés en bidon de 5 litres. Celle-là, c'est une huile de soja. Donc, c'est un peu moins dangereux que je veux dire l'huile de palme. Mais encore là, c'est ça, on peut également aller vers de l'huile d'olive aussi pour nos salades, donc tout ce qui est cru. Aller vers de l'huile d'olive, l'huile de tournesol aussi, c'est une huile quand même de qualité. Donc, c'est vraiment faire la part des choses et varier. Donc, éviter ou en tout cas limiter la consommation d'huiles qui sont vraiment plus néfastes. Et même une huile de qualité, quelqu'un qui consomme de l'huile d'olive, qui est une super bonne huile, mais qui en consomme 1 litre par semaine, par exemple, c'est beaucoup trop. Donc, c'est vraiment aller dans la modération. Peu importe que ce soit des aliments de qualité, il faut aller vers la modération. Donc, finalement, c'est ça. C'est vraiment l'équilibre entre les aliments qui sont positifs à consommer de manière plus fréquente, régulièrement en quantité, versus les aliments qui sont négatifs à consommer vraiment avec modération. On va essayer à commencer par D'accord. On va poursuivre. Alors, quels sont les aliments à privilégier pour vraiment garder sa bonne santé, sachant qu'on est au Niger et qu'il y a des trucs frais qu'on ne peut pas avoir tout le temps, même si on le veut. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le peu de choses qu'on trouve sur nos marchés pendant toutes les saisons? Mais en fait, premièrement, il faut se dire, il faut aller vers les aliments de saison. Comme vous l'avez dit, on est au Niger, bon, les aliments, les aliments frais, les aliments sont limités. Donc, il faut aller vers les aliments de saison. Donc, si on a cette optique-là, on va dans cette optique, mais finalement, on arrive là, actuellement, si c'est la période du chou, de la carotte, on essaie d'en consommer en plus grande quantité. Si c'est la période, de l'igname qui arrive, on essaie de varier. Parce qu'ici, en fait, c'est souvent le manque de variété. Et je comprends, il y a certaines personnes qui vont me dire, tes recommandations, l'alimentation, ça coûte cher. Je comprends. Je suis d'accord que certains aliments peuvent coûter un peu plus cher. Moi, ce que je recommande, pour les personnes qui ont plus de moyens, disons, c'est essayer de manger des aliments plus frais, plus sains, plus variés, donc des poissons, du poulet, limiter les viandes grasses comme la viande rouge, finalement, qui contient beaucoup de gras saturés. Donc, on diminue cette quantité-là et on mange plus d'aliments frais à travers des fruits et des légumes variés, surtout les féculents. On n'a pas que le riz. Malheureusement, actuellement, au Niger, là, c'est du riz quasiment tous les jours dans certaines familles. Parfois, c'est matin, midi, soir aussi, parce que c'est plus accessible, c'est moins cher. Mais varier les céréales, aller vers des tubercules, de la patate douce, de l'igname, etc. Pour les personnes qui ont plus de moyens, utiliser de l'huile d'olive. Pour ceux qui ont moins de moyens, je dirais, il faut au moins, même si vous ne variez pas tant votre alimentation, limiter au moins la quantité d'aliments négatifs. Limiter la quantité de sucre ajouté, donc de sucre blanc. Limiter la quantité d'huile que vous allez consommer. Limiter la quantité de conservateurs à travers les aromagies aussi qu'on va consommer. Donc, et faites plus d'activité physique aussi pour essayer de justement rattraper ce manque-là. Peut-être qu'on aille rattraper ce surplus qu'on consomme et qu'on n'arrive pas finalement à dépenser. Donc, c'est vraiment essayer de faire la balance là-dedans. Moi, je pense qu'avec ça, on arrive vraiment à pouvoir varier notre alimentation en fonction de la saison, en fonction des moyens qu'on a finalement, et limiter tout ce qui est transformé en fait. Donc, l'aromagie, ça fait partie, il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger sans, mais finalement, c'est bourré de conservateurs.
Donc, le sucre aussi, on pense que, voilà, voilà, c'est juste un additif, ouais, ça fait. Mais finalement, quand on cherche plus loin, mais on remarque que ça nous crée énormément de soucis. Docteur Farida, parlant de sucre, vous avez dit que c'est pas bon pour la santé, mais quelle est l'alternative? Qu'est-ce qu'on peut prendre à part, si on peut pas prendre du sucre, parce que trop amer aussi, c'est pas bon. Exactement. En fait, le sucre, c'est l'excès de sucre qui n'est pas bon. Le sucre en tant que tel, quand il est consommé de manière raisonnable, de manière voilà, modérée, il ne crée pas de problème pour la santé. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Pour un adulte de 65 kilos à peu près, qui a besoin peut-être de 2000 calories par jour, l'OMS recommande de ne pas dépasser 5% de ses apports en sucre ajouté. 5%, ça équivaut à peut-être 5 carreaux de sucre par jour pour un adulte de 65 kilos. Donc, imaginez, 5 carreaux de sucre, ça va vite, hein. On le consomme rapidement parce que si je vous donne un exemple pour du Nutella, par exemple, une cuillère à soupe de Nutella, c'est 2 carreaux de sucre. Donc, imaginez le matin, pour mon petit déjeuner, je prends un petit bout de pain, je mets 2 cuillères à soupe de Nutella. Donc, dans une cuillère, vous avez 2 carreaux de sucre. Donc, je mets 2 cuillères à soupe. Donc, ça fait déjà 4 carreaux de sucre. Alors que, voilà, j'ai besoin de 5 carreaux, par exemple, si on dit que j'ai 65 kilos. Plus tard dans la journée, je vais prendre un verre de jus. J'ai fait un jus naturel, un bissap. Là, je prends un verre et là-dedans, disons, il y a 3 carreaux de sucre. Donc, ça fait 4 le matin, 3 carreaux avec le jus. Le soir, je prends je sais pas, un lobdour ou un toukouli et je mets du sucre dedans, je mets du solali aussi. Tout ça, c'est sucré. Finalement, je me retrouve avec 4 carreaux de sucre. Donc, imaginez 4 le matin, 3 avec le jus, plus 4 le soir. Donc, je dépasse déjà largement mes 5 carreaux de sucre. Donc, finalement, on se retrouve facilement à dépasser la quantité de sucre qui est recommandée pour nous pour être en santé. Donc, c'est très, très facile de dépasser. Et moi, ce que je recommande, en fait, pour essayer de limiter le plus possible, déjà, le goût sucré, ça se développe. De la même manière que depuis l'enfance, en fait, on est exposé à ce sucre-là. Souvent, les enfants, mais dès 1 an, dès 2 ans, vous allez voir que à cet âge-là, peut-être qu'ils ont besoin d'un, voire 2 carreaux de sucre par jour. Mais souvent, les enfants, ils dépassent parce qu'on leur donne des jus, des boissons sucrées, c'est ça, des bonbons, des boissons sucrées, des tartinades. Donc, finalement, un enfant, pardon, mon fils de 5 ans, il a besoin peut-être maximum de 2 carreaux de sucre. Mais là, si je lui donne le matin des tartinades avec du Nutella sucré ou des céréales sucrées, ou je lui donne un verre de lait avec du sucre, le midi ou à l'école pour le goûter, je mets une petite boisson sucrée qui contient déjà 2 carreaux de sucre. Le soir, il boit autre chose. Donc, finalement, dès l'enfance, on se retrouve à déjà dépasser nos besoins. Petit à petit, on dépasse, plus on grandit, plus on a envie de consommer du sucre, exactement. Et ce qui arrive, c'est que, il faut pas oublier, c'est que dans l'intestin, le système digestif, il contient plus de 50% de nos cellules immunitaires. C'est-à-dire, les cellules immunitaires, c'est elles qui nous permettent de combattre les infections, de combattre les maladies, etc. Donc, le fait de consommer le sucre, ça crée une inflammation au niveau de l'intestin, donc du système digestif. Ça fait que son travail qui est de nous protéger, non seulement de digérer, absorber les aliments, mais aussi de nous protéger contre certaines maladies, eh bien, il devient plus faible. Parce que vous allez voir aujourd'hui, les personnes souffrent de colopathie, etc. Ça veut dire que leur système digestif n'est pas aussi bien fonctionnel. Et quand on est exposé au sucre dès jeune, dès l'enfance, finalement, vous vous rendez compte qu'après 20 ans, après 30 ans, on commence à développer certaines maladies, justement parce qu'on dépasse tout le temps le surplus, on dépasse tout le temps la quantité de sucre qu'on a besoin, on consomme trop de gras saturés, on consomme trop comment on appelle ça, des additifs, des conservateurs, que finalement, on n'arrive plus à se protéger nous-mêmes. Et c'est là que vous allez voir le diabète va arriver autour de 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, on voit des jeunes à 20 ans, 30 ans déjà, ils sont atteints de diabète parce que justement, leur système immunitaire est faible. Ils n'arrivent plus à combattre ça. Et même le pancréas qui est un organe essentiel pour produire l'insuline qui va permettre de justement faire baisser ce sucre-là. Il va fonctionner au début. Mais finalement, si chaque jour vous consommez un peu trop de sucre, chaque jour vous dites au pancréas, produis-moi plus d'insuline parce que là, il faut baisser la glycémie, produit. Vous le surchargez. Finalement, après 30 ans, il se fatigue.
Ils se fatiguent et ils n'arrivent plus à produire, 30 ans après, ils n'arrivent plus à produire assez pour justement faire baisser. Et là, vous allez voir l'apparition de diabète, l'apparition de certaines maladies. Donc, c'est très important dès l'enfance, en fait, d'éviter ce surplus de sucre-là qui n'est pas nécessaire, ce surplus d'aliments transformés. Aller vers des aliments naturels. Et le sucre, où est-ce qu'on le retrouve naturellement? Ben, déjà dans tout ce qui est les féculents, dans les produits céréaliers, on a du sucre naturellement dedans. Parce que quand on mange un plat de riz, là, quand c'est digéré, ben, ça fournit du sucre. Donc finalement, on n'a pas besoin de tant de sucre ajouté. Dans les fruits aussi, on a du sucre naturel. Donc finalement, moi par exemple, chez moi, au lieu de rajouter du sucre dans les bouillies, mais on prend une banane mûre, on l'écrase et on rajoute ça dans la bouillie. Ça marche? Oui, ça fonctionne tout simplement. Et c'est nous. Et c'est finalement, il faut un peu changer nos habitudes alimentaires parce qu'on a acquis, oui, dès l'enfance. Moi, personnellement, chez moi, chez mes parents, pendant 30 ans, on mangeait du riz tous les midis. Mais finalement, avec le temps, j'ai compris que il faut varier. Et finalement, je les ai convaincus de modifier un peu leur alimentation parce que oui, le riz en tant que tel n'est pas mauvais, mais en consommer 7 jours sur 7, mais c'est pas bon parce que le riz en tant que tel, il y a peu d'éléments nutritifs dedans. Donc finalement, on se retrouve à la fin de la semaine, on n'a pas mangé varié. En fait, on mange tout le temps riz, sauce, riz gras. Donc finalement, c'est ça, c'est pas varié. Donc non seulement la santé, c'est la nutrition, la santé, c'est éviter ou limiter les aliments négatifs, mais aussi aller chercher les aliments positifs qui vont nous protéger aussi. Donc, c'est faire la balance de tout ça. Donc, c'est vraiment aller vers les aliments naturels le plus possible qui contiennent déjà du sucre. Les fruits, certains légumes aussi contiennent déjà du sucre. Les tubercules, les céréales, elles contiennent déjà du sucre. Donc, finalement, quelqu'un qui consomme de la bouillie de mil, c'est du sucre, les céréales. Donc, finalement, il n'y a pas besoin de rajouter le sucre. C'est juste qu'on a l'habitude de consommer du sucre. Dès l'enfance, on a ce goût-là de sucre qu'on se dit, finalement, boire une bouillie sans sucre, là, c'est impossible. Mais si on essaie tranquillement de revenir en arrière, petit à petit, réduire ces quantités, finalement, on se rend compte que c'est possible. Quelqu'un, aujourd'hui, qui boit du thé, il me dit, moi, je mets 5 carreaux de sucre dans mon thé. Mais finalement, je lui conseille, chaque semaine, essaye d'enlever 1 carreau de sucre. Finalement, tu vas te rendre compte qu'au bout d'1 mois ou 2, il serait capable de boire du thé sans sucre. Donc, c'est juste le goût qu'on s'habitue au goût sucré parce que ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'on est habitué à ce goût-là. Mais c'est possible. C'est possible de finalement consommer beaucoup moins de sucre qu'on le pense. De retour au studio et nous allons continuer. Je vous le rappelle, nous sommes avec Farida Lawali Amadou. Elle est nutritionniste. Farida, nous sommes de retour. Je t'ai bien reposé là. Oui, Bon, parfait, on peut continuer. Voilà. Maintenant, nous allons parler des boissons et le sucre qu'il y a dedans et tout. Quels sont les types de boissons qui sont recommandés pour bien se déshydrater? Parce que vous avez parlé tout à l'heure des aliments qui ont des additifs, donc tout ce qui est boissons gazeuses ou bien les jus qu'on voit dans les alimentations, apparemment, ce n'est pas bon pour la santé. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? En fait, la boisson principale qu'on doit consommer en plus grande quantité, c'est de l'eau. Tout simplement. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Je suis surprise. De l'eau, de l'eau. Et il y a des personnes d'ailleurs qui vont vous dire « Ah, moi, j'aime pas l'eau. Ah, moi, je consomme pas l'eau. » C'est surprenant en fait parce que notre corps, il est constitué de 60% de liquide finalement à travers le sang, etc. Donc, l'eau, l'eau, l'eau d'abord. Ensuite, pas uniquement l'eau, parce que quand on transpire, notamment avec la chaleur qu'on a ici, quand on transpire, on élimine de l'eau à travers la transpiration, l'urine, les selles, etc. Mais on élimine aussi des minéraux, des électrolytes, donc le potassium, le sodium, etc. Donc, il faut aussi aller chercher ces minéraux-là pour les remplacer, pour finalement ne pas avoir de carence. Donc, l'eau d'abord, mais aussi les minéraux à travers qu'on peut avoir dans l'eau de coco, par exemple. L'eau de coco, elle est riche en eau, oui, mais en électrolytes aussi, à travers les fruits et les légumes, tout simplement. Donc, finalement, on n'a pas besoin de ces boissons sucrées-là. On se dit, quand on a soif,
on prend une gorgée de jus on pense que voilà, c'est le sucre qui va nous réhydrater. Alors que qu'est-ce qui nous réhydrate? C'est l'eau, tout simplement. L'eau et les électrolytes. Et à travers ces boissons-là, on va chercher, oui, de l'eau, mais on va chercher du sucre qui, au contraire, va nous déshydrater parce que le sucre nous donne encore plus soif et nous fait justement travailler plus le pancréas pour produire l'insuline, etc. Donc, ça fait éliminer encore plus. Donc, finalement, on se retrouve déshydraté ou même les boissons, par exemple, qui contiennent plus de sel, les Monster, les boissons énergisantes, etc. Tout ça, ça ne nous réhydrate pas. Donc, il faut d'abord consommer de l'eau de coco également et rajouter avec des fruits et des légumes tout au long de la journée pour aller chercher ces électrolytes-là qui vont finalement nous donner un équilibre. Voilà, pour finir cet entretien, dites-nous quelles sont les erreurs nutritionnelles qu'on commet quand on est diabétique ou bien quand on souffre de tension artérielle et tout ça. Donc, je dirais la première erreur qu'on pense, c'est que quand on est diabétique ou qu'on souffre d'hypertension, c'est que tout de suite, il faut couper le sucre ou couper le sel. Donc, couper le sucre à travers les jus, à travers voilà le sucre blanc qu'on rajoute, etc. Le sel, donc on réduit l'arôme. Souvent, c'est ça. C'est pas le sel complètement, c'est l'arôme agi que les gens coupent. Alors que finalement, oui, c'est la première étape. Mais c'est pas seulement ça qu'il faut faire. Quand on arrive justement, quand notre corps commence à nous montrer des signes de maladie, donc des signes de diabète, des signes d'hypertension, oui, c'est vrai, on fait attention au sucre ajouté, on fait attention au sel, à l'arôme, etc. Mais pas seulement. Il faut faire attention aussi à la portion qu'on consomme. Quand on est déjà diabétique, on a dit tout à l'heure que on retrouve du sucre, on retrouve en tout cas des glucides dans le riz, dans le pain, dans les pâtes alimentaires, dans les céréales. Donc, il faut faire attention à la quantité de glucides qu'on consomme. Finalement, il y a des personnes diabétiques qui vont vous dire « Ah, moi, je consomme plus de sucre, mais ma glycémie est élevée. » Mais quand je regarde, finalement, moi, je demande « Envoyez-moi des photos de vos assiettes. » Mais quand je regarde la proportion de féculents, de glucides dans l'assiette, elle est beaucoup trop élevée. Alors, pour un pancréas qui n'arrive plus à produire assez d'insuline, eh bien, c'est trop. Donc, il faut non seulement réduire la portion de féculents qu'on consomme, il faut augmenter la portion de fibres alimentaires qu'on consomme à travers les fruits et légumes, à travers les légumineuses aussi, donc tout ce qui est du haricot, des pois chiches, des lentilles. Il faut augmenter aussi les fibres à travers les produits céréaliers à grains entiers. Donc, si on a la possibilité de garder, par exemple, on fait de la pâte de maïs, le courba, et on garde le sang. Donc, les fibres se trouvent dans le sang. Mais si, exactement. Ouais, si on amène La farine, exactement. On enlève le sang. Donc, finalement, c'est que les glucides qui se retrouvent dans la pâte. Donc, finalement, c'est ça. Le sang, il est super important, justement, parce que c'est là où est concentré les fibres. Donc, si on enlève le sang et que vous gardez finalement que la farine blanche qui a peu d'éléments nutritifs dedans, donc vous enlevez le principal. Donc, gardez le sang. Pareil pour le mil aussi, quand on consomme du mil. Donc, au lieu de le faire ici, actuellement, on consomme très peu de mil, honnêtement, à Niamey surtout, peut-être dans d'autres régions un peu plus. Mais à Niamey, on consomme peu de mil, alors que le mil, il est riche en fibres par rapport au riz. Donc, si on consommait plus de mil, mais en gardant vraiment ces fibres, en gardant les fibres à l'intérieur, finalement, on va en manger en moins grande quantité par rapport au maïs, par rapport au riz, parce que justement, il y a cette quantité de fibres-là qui nous remplissent en fait. Donc, on va en consommer en moins grande quantité. Donc, consommer plus de mil, donc du couscous à base de mil, de la pâte finalement de tout, la pâte de courba à base de mil. Aussi, je dirais, donc on a parlé des fibres alimentaires, consommer plus d'eau. Les personnes souvent diabétiques ou hypertendues, ils oublient en fait qu'il faut consommer en fait beaucoup plus d'eau pour justement permettre d'éliminer ce surplus de sucre-là, le glucose qui circule dans le sang, pour pouvoir mieux l'éliminer et moins fatiguer les reins et le foie, etc. Il faut consommer plus d'eau, obligatoirement. Donc, c'est tous ces éléments-là souvent qu'on oublie. On se dit, ah, moi je coupe le sucre et c'est bon, je coupe le sel et c'est bon. Mais il faut obligatoirement en fait, modifier carrément notre alimentation, modifier le comportement alimentaire, manger plus lentement pour justement mieux s'écouter finalement et se dire, parce que souvent les gens, ils vont manger rapidement. Ils ont un plat en 5 minutes, c'est vidé. Alors que ça prend au moins 20 minutes pour que le cerveau
l'estomac envoie le message au cerveau pour lui dire « Ah, j'ai plus faim, arrête de manger ». Mais quelqu'un qui mange en 5 minutes, il n'a pas le temps de recevoir ce signal-là. Donc, il va manger beaucoup trop et finalement, il va se dire « Ah, j'ai mal au ventre, j'ai trop mangé, je me sens pas souvent ». C'est ça. Souvent, c'est ce qui arrive même pendant le mois de Ramadan. Finalement, on mange trop vite et finalement, on se rend compte que après, on a des problèmes digestifs, on a de la constipation, on a des douleurs parce qu'on mange trop vite. Pour nous, manger, là, il faut engloutir. Alors que manger, c'est un moment quand même particulier. On le fait 3 fois par jour et il faut prendre le temps de manger lentement, savourer son repas. Et finalement, quand on est rassasié, on arrête de manger. Et moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, quand je mange lentement, je mange moins. Mais justement, parce que c'est ce dont vous avez besoin pour votre corps. Mais quand vous mangez vite, vous avez l'impression que vous mangez beaucoup, mais c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité de ce que vous mangez. Et c'est ça qui fait toute la différence dans l'alimentation. Voilà, vous l'avez remarqué, docteur, aujourd'hui, je suis enrhumée Oui. et du coup, ça me fait perdre l'appétit, je n'arrive pas à manger et tout ce que je peux, c'est des choses liquides ou bien peu chaudes. Est-ce que ça peut perturber mon alimentation maintenant après quand je serai plus ennuyée? Mais pas nécessairement. Il faut, comment on appelle ça? Il faut écouter son corps. Il faut écouter son corps. Il y a des moments de maladie comme ça où on ne doit pas se forcer parce que là, votre corps, il est en train de combattre un virus ou une bactérie, on ne sait pas. Donc, il est en train de combattre un virus. Donc, toute son énergie, toute l'énergie que vous avez, votre système immunitaire est en train de travailler. Ça fait que c'est un peu normal que les hormones, par exemple, de l'appétit, qui est la leptine, diminuent un peu parce que l'énergie est concentrée pour vous guérir. Donc, dans cette phase-là, c'est normal. Mais la seule chose qui est super importante, c'est de s'hydrater surtout. Très important de bien s'hydrater pour justement facilement éliminer surtout les mucus, etc., la morve, etc. Mais côté alimentation, c'est pas nécessaire. Après, normalement, un symptôme de 2-3 jours, vous allez voir petit à petit quand votre corps aura combattu ce virus-là naturellement, eh bien, vous allez voir que votre appétit va revenir tranquillement. Mais encore là, je dirais, quand vous parlez de virus, de rhume, je dirais aux personnes, faites attention aux antibiotiques. Ici, on a souvent cette habitude-là, que ce soit une bactérie, que ce soit un virus, que ce soit autre chose, on consomme des antibiotiques, il faut prendre des antibiotiques. Alors qu'honnêtement, l'antibiotique, c'est fait pour combattre une bactérie. Et il faut savoir quelle bactérie pour donner tel antibiotique. Mais ici, vous avez un rhume. Un rhume, si ça vient d'un virus, vous prenez un antibiotique, ça n'aura aucun effet. Et les antibiotiques, on sait, ils agissent au niveau du système digestif, au niveau des intestins, ça les fragilise. Donc, une consommation abusive d'antibiotiques, ça fragilise aussi votre microbiote qu'on appelle, qui est votre système digestif finalement. Donc, il faut éviter l'utilisation abusive des antibiotiques parce que finalement, si on comprend que notre ventre, là, c'est pas juste manger seulement. Hein. Notre ventre, il est essentiel pour combattre les maladies, en fait, pour tout notre organisme. Donc, très important d'en prendre soin en consommant des aliments qu'il faut, en évitant les aliments ou en réduisant la quantité des aliments qu'il faut pas. Et finalement, on peut vivre peut-être longtemps sans maladie parce que le but, c'est pas non plus de vivre éternellement, mais c'est surtout avoir une qualité de vie. Qualité de vie en évitant certaines maladies qu'on peut éviter finalement. Merci bien. Est-ce que le docteur pouvait regarder la caméra qui est juste là devant vous et nous donner quelques recommandations comme tout à l'heure, le sucre qui a été remplacé par la banane? Eh bien, si vous voulez améliorer votre santé ou du moins éviter certaines maladies qu'on peut éviter, notamment comme le diabète, l'hypertension, etc. Très important de faire attention à la consommation de sucre. Par quoi on peut limiter le sucre? Par la consommation de fruits. Donc, par exemple, rajouter de la banane dans vos céréales, dans la bouillie, une banane mûre, une banane écrasée, pour rajouter en fait ce côté sucré-là. Rajouter des dattes aussi, qui sont riches en sucre, oui, mais riches en sucre naturel et riches en fibres aussi, qui finalement ne vont pas faire trop monter votre glycémie. Donc, avec ces deux éléments-là et l'ajout d'autres fruits aussi, d'autres légumes, finalement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'autant de sucre ajouté qu'on le pense. Donc, consommer plus de fruits, consommer plus de légumes,
Limitez votre consommation de sucre ajouté, de sel, de gras saturés à travers les viandes rouges, à travers les huiles de palme qu'on retrouve ici. Et finalement, buvez plus d'eau aussi pour vous hydrater, pour être en meilleure santé. Il est essentiel de manger lentement. Quand je parle de manger lentement, c'est qu'il faut prendre au moins 20 minutes pour terminer un repas. Pourquoi je dis 20 minutes? C'est parce que ça prend à peu près 15 à 20 minutes pour que l'estomac envoie le message au cerveau pour lui dire qu'il a plus faim, d'arrêter de manger. Alors, si vous mangez en 5 minutes ou en 10 minutes, vous allez engloutir votre repas finalement et vous n'aurez pas le temps de recevoir ce signal-là qui vous dit « j'ai plus faim, arrête de manger ». Qu'est-ce qui va arriver? Vous allez manger trop. Vous allez manger trop en quantité. Et certaines personnes vont me dire quand je mange lentement, eh bien, ça me coupe l'appétit, je mange moins. Eh bien, c'est exactement ce que votre corps a besoin. C'est exactement la quantité d'aliments que votre corps a besoin, c'est ça. Donc, le surplus, là, que vous avez l'impression que quand vous mangez vite, vous allez manger en plus grande quantité, eh bien, c'est un surplus qui va se transformer en gras, qui va se transformer finalement en hyperglycémie, parce que la glycémie va rester, le glucose plutôt va rester dans votre sang, qui va fatiguer votre foie, qui va fatiguer vos reins. Donc, manger lentement, ça va vous permettre de manger suffisamment pour vous. Merci bien, Dr. Farida. Merci à vous de m'avoir invitée. Hey!